Je suis sûr que chacun d'entre vous a vu le film d'horreur réalisé par Tobe Hooper, intitulé The Texas Chainsaw Massacre. Le personnage principal, un maniaque connu sous le nom de Leatherface, avait pour inspiration le véritable criminel Ed Gein. Cependant, peu de gens savent qu'avant de réaliser The Texas Chainsaw Massacre, Hooper avait créé un autre film basé sur des faits réels, dans lequel l'antagoniste était également inspiré d'un véritable tueur. Ce film, intitulé Eaten Alive, raconte l'histoire d'un propriétaire de bar texan dérangé qui nourrissait ses invités, y compris de jolies prostituées, à un alligator qu'il gardait dans un étang derrière hôtel. Le film a été un échec commercial, recevant des critiques négatives et n'ayant qu'une note de 10% sur Rotten Tomatoes, basée sur seulement 10 critiques. Au début des années 1980, le film a été qualifié d'obscène et interdit au Royaume-Uni. Cependant, beaucoup se souviennent de l'histoire vraie qui a inspiré le film. Dans la réalité, des événements similaires se sont produits au Texas dans les années 1930. Presque tous les habitants de la région connaissent le nom de ce tueur et ont entendu des histoires à son sujet. Beaucoup de gens se souviennent d'avoir entendu ces histoires racontées par leurs parents au coucher ou autour d'un feu de camp pendant leur enfance, lors des récits de fantômes. Le protagoniste de notre épisode d'aujourd'hui s'appelait Joe Ball. Il est aussi connu dans l'histoire sous les surnoms de Alligator Man ou Bluebeard from South Texas. À la fin du XIXe siècle, le Texas était une vaste frontière avec des milliers d'acres de terres inoccupées. Les guerres indiennes et les conflits avec le Mexique étaient principalement derrière nous, et la plupart des citoyens regardaient l'avenir avec espoir. Parmi ceux-ci se trouvait Frank Ball, le père de Joe. Vers 1885, Frank Ball a déménagé à Elmendorf, au Texas, une petite ville située à 15 miles au sud-est de San Antonio, fondée par Henry Elmendorf, qui deviendra par la suite maire de la ville. Peu après son arrivée, Frank a contracté un petit prêt auprès d'une banque pour ouvrir une usine de transformation de coton. Rapidement, un chemin de fer traversa la ville, permettant l'expédition facile des marchandises vers d'autres États, ce qui permit à Frank de prospérer et de devenir un homme très riche. Il s'est également impliqué dans l'immobilier, achetant et vendant divers bâtiments dans la région, tout en ouvrant finalement un magasin général en ville. Frank et sa femme Elizabeth ont élevé 8 enfants dans l'une des premières maisons en construites dans la région. Chacun leurs enfants a réussi dans la vie, et certains sont même devenus des figures importantes de la société. Ainsi, Frank Jr. a travaillé pour le district scolaire et est devenu administrateur en 1914. Son frère Raymond a ouvert sa propre épicerie et a épousé en 1926 l'enseignante locale, Jane Terrell, qui a été nommée maîtresse de poste par le président Roosevelt en 1940 et a servi la communauté pendant 27 ans. Le deuxième enfant de Frank et Elizabeth, Joseph Ball, est né le 7 janvier 1896. Tout au long de son enfance, Joe a souvent été seul et a rarement joué avec d'autres enfants, préférant passer son temps à l'extérieur, à pêcher et à explorer les environs. Lorsque Joe atteignit l'adolescence, il développa une forte passion pour les armes à feu. Il adorait tirer et passait plusieurs heures chaque semaine à pratiquer à perfectionner ses compétences. Mon oncle pouvait tirer sur un oiseau sur une ligne téléphonique avec un pistolet tout en se tenant à côté de sa Ford Model A, se souvient le neveu de Joe, Bucky Ball, dans une interview accordée au magazine Texas Monthly en juillet 2002. On ne sait pas si Joe avait des projets à ce moment-là, mais ses talents de tireur se révélèrent rapidement utiles. Le 6 avril 1917, les États-Unis déclarèrent officiellement la guerre à l'Allemagne et entrèrent dans le conflit européen. Peu de temps après le début de la guerre, Joe Ball s'enrôla dans l'armée et fut envoyé sur le front européen. Bien qu'il n'y ait aucune trace de son service ou de ses actions pendant la guerre, il est certain que Joe survécut et reçut une libération honorable de l'armée en 1919, dans sa ville natale d'Elmendorf. Il travailla pour son père pendant un certain temps mais finit par décider de créer sa propre entreprise. Certains ont suggéré qu'après avoir passé quelques années dans les tranchées, Joe avait besoin de temps pour s'adapter à la vie tranquille de la société civile. Bien que Joe ne suive pas les traces de son père, il avait clairement appris la gestion des affaires de lui et réalisa rapidement que l'apparition de la loi Volstead entraînait une énorme demande de whisky et de bière illégale. Il commença donc une carrière de contrebandier. Le travail était évidemment dangereux,
Mais Joe aimait ce qu'il faisait et parcourait la région dans sa Ford Model A, vendant du whisky aux gens en fût de 200 litres. À peine dans la vingtaine, Joe embaucha un jeune Afro-Américain nommé Clifton Wheeler pour l'aider dans son ouvrier de métier. Wheeler se retrouva rapidement à effectuer la majeure des tâches de base et subalternes. Il sera révélé plus tard que Wheeler vivait dans la peur de Joe, et que chaque fois que ce dernier était ivre, il se défoulait sur lui en tirant sur ses jambes, le poussant à danser le jitterbug. Lorsque la prohibition prit fin aux États-Unis, la carrière de contrebande de Joe commença à s'effondrer. Cependant, étant déjà bien ancré dans le commerce des alcools, Joe décida d'ouvrir son propre saloon. Après avoir acheté un petit terrain à l'extérieur de la ville, près de l'actuelle route 181, il construisit une taverne qu'il baptisa Socialine. À l'arrière, il y avait 2 chambres, et à l'avant, un bar, un piano et une salle avec des tables où les hommes pouvaient, de temps en temps, assister à des combats de coqs. Bien que la plupart des clients s'entendissent bien avec Joe, il était connu en ville comme quelqu'un de redoutable qu'il valait mieux ne pas contrarier. Même si son entreprise semblait prospérer, Joe estima qu'il avait besoin d'un attrait supplémentaire pour attirer davantage de clients, et il opta rapidement pour l'idée de maintenir des alligators vivant sur le terrain de son bar. Il a creusé un immense trou qu'il a ensuite cimenté et rempli d'eau. Il a érigé une clôture de 3 mètres de haut et a relâché 5 alligators vivants, un grand et 4 petits dans la piscine. L'idée de Joe a été un succès, et des foules de clients se sont rassemblés à la taverne pour admirer ces nouveaux animaux de compagnie. Chaque samedi, Joe organisait un spectacle où il prenait un raton laveur, un chat, un chien, ou tout autre animal vivant à sa portée, et le jetait aux alligators, au grand plaisir de ses clients. Selon Elton Q. Jr., dont le père était à l'époque adjoint du shérif du comté et avait aidé à enquêter sur les crimes de Ball, il était de notoriété publique qu'il y avait samedi soir une orgie d'ivresse, et tout animal sauvage, opossum, chat, chien, ou autre, se promenant sans maître, contribuait à rendre le spectacle un peu meilleur. Le public se saoulait, lançait l'animal à l'eau et observait les alligators, a écrit Cute dans son livre. Un rapport similaire peut être trouvé dans les archives de la bibliothèque publique de San Antonio. Un chat hurlant s'était lancé dans la piscine. Le grand alligator a ouvert sa mâchoire, fermée comme un étau, et le chat a été instantanément client masculin de son établissement. Appréciait également le fait qu'il n'engageait que les jeunes femmes les belles de la ville comme serveuses et barman. Aucune des filles ne restait jamais longtemps, mais Joe expliquait toujours qu'elle se promenait en ville à la recherche d'argent rapide. En 1934, Joe rencontra une femme nommée Minnie Gotthard, surnommée Big Minnie. Beaucoup de gens ne l'aimaient pas, la trouvant ennuyeuse et désagréable, mais Joe, apparemment, sa présence ne le dérangeait pas et ils ont finalement commencé à gérer son bar ensemble. Leur relation a duré près de 3 ans, jusqu'à ce que tombe amoureux Dolores Buddy Goodwin, l'une de ses jeunes serveuses. Dolores est également tombée amoureuse de Joe, même si un jour, il lui a jeté une bouteille, laissant la jeune fille avec une terrible cicatrice allant de l'œil au cou. La situation est devenue encore plus compliquée en 1937, lorsque Hazel Shadzy Brown, âgé 22 ans, a commencé à travailler au bar. Avec sa confiance en soi et son charme dévastateur, l'éternel débauché Joe est de nouveau tombé amoureux. Cela a créé un problème pour Ball. Il tentait de jongler avec 3 femmes à la fois et de maintenir une relation avec chacune d'elles. La situation était rendue encore plus complexe par le fait que les 3 femmes continuaient à travailler dans son bar et étaient constamment en contact les unes avec les autres. À l'été 1937, le dilemme de Joe fut partiellement résolu avec la disparition de Minnie. Interrogé par les amis et les proches de Minnie, il a volontiers expliqué qu'elle avait fui la ville après avoir donné naissance à un enfant d'un homme noir. Quelques mois plus tard, Joe épousa Dolores, lui disant plus tard que Minnie ne s'était pas enfuie du tout. Il aurait dit qu'il l'avait emmenée sur une plage locale, lui avait tiré une balle dans la tête et l'avait enterrée dans le sable. Dolores apparemment, n'a pas cru à l'histoire de Joe, et ce sujet n'a plus jamais été évoqué. En janvier 1938, Dolores fut victime d'un accident voiture presque entraînant l'amputation de son bras gauche. Cependant, des rumeurs ont rapidement circulé dans la ville selon lesquelles l'un des alligators de Joe lui aurait mordu la main.
Ces rumeurs concernant la perte de sa main ont vite été éclipsées par la mystérieuse disparition de sa propriétaire, Dolores, en avril. Peu après, la troisième amante de Joe, Hazel, a également disparu. Les femmes dans la vie de Joe allaient et venaient, mais ces alligators demeuraient toujours à ses côtés. Joe était très protecteur envers ses animaux de compagnie bien-aimés. Il se disait qu'un jour, alors qu'un voisin se plaignait d'une odeur de viande pourrie, Joe avait sorti un pistolet et, d'une manière peu courtoise, avait expliqué au voisin que cela devait sentir la nourriture d'alligator et que ce dernier ferait mieux de s'occuper de ses affaires s'il ne voulait pas transformer odeur en repas pour ses animaux. Selon les témoignages, le voisin, effrayé, avait alors déménagé dans une autre ville. Bien que les assistants de Joe aient continué à disparaître, son entreprise prospérait. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'au milieu de 1938, lorsque la famille de Minnie a recommencé à poser des questions. Ses parents, incapables de retrouver leur fille, ont sollicité l'aide du bureau du shérif du comté de Bexar. En tant que dernier amant et employeur connu de Minnie, Joe a été interrogé à plusieurs reprises. Cependant, en l'absence de preuves tangibles d'un éventuel crime, tous les soupçons ont été levés à son encontre. Quelques mois plus tard, une autre famille a contacté la police au sujet de la disparition de leur fille, Julia Turner, âgée de 23 ans. Julia travaillait également à temps partiel pour Joe avant sa disparition. Les adjoints du shérif se sont de nouveau rendus à la taverne, mais Joe a déclaré que Julia lui avait expliqué qu'elle avait des problèmes personnels et qu'elle désirait arrêter de travailler. Sans information concrète, les enquêteurs sont repartis sans rien de plus. Plus tard, lors de la fouille de la maison que Julia partageait avec une autre colocataire, il est apparu qu'elle n'avait emporté ni vêtements ni effets personnels, ce qui a immédiatement alerté la police. Les enquêteurs ont décidé de retourner au bar pour un nouvel interrogatoire. Cette fois, Joe a prétendu que Julia était désespérée et qu'il lui avait prêté $500 car elle avait des problèmes avec son voisin et ne souhaitait pas rentrer chez elle. Au cours des mois suivants, 2 autres emplois de Joe ont disparu, leur nom et âge étant depuis perdus dans les dossiers de la police. Les adjoints du shérif ont amené Joe au commissariat et l'ont interrogé sans relâche pendant plusieurs heures, mais il a continué à clamer son innocence, soutenant que toutes ces jeunes femmes avaient simplement quitté la ville à la recherche d'un meilleur avenir. Faute de preuves ou d'indices, ces disparitions ont été ajoutées à la liste croissante des personnes disparues, et Joe était de nouveau hors de cause. Cependant, le 23 septembre 1938, la chance de Joe commença à s'épuiser. Un ancien voisin s'est présenté à la police et a informé les enquêteurs qu'il avait vu Joe découper la viande d'un corps humain pour la donner à ses alligators. Pendant que les enquêteurs débattaient de la marche à suivre, un homme d'origine mexicaine s'est approché de l'adjoint du shérif du comté de Bexar, John Gray, pour évoquer un tonneau nauséabond que Joe avait laissé derrière la grange de sa sœur. Selon ses dires, cela sentait plus petit que comme s'il y avait des trucs morts à l'intérieur. Le lendemain matin, les agents Gray et Clevenhagen se sont rendus à la grange pour enquêter, mais le tonneau n'était plus là. Cependant, la sœur de Joe a confirmé l'histoire de l'homme et les policiers ont décidé de lui rendre une visite. Lorsque Gray et Clevenhagen sont arrivés au bar, ils ont informé Joe qu'ils allaient l'emmener à San Antonio pour l'interroger. Joe a demandé s'il pouvait d'abord fermer la taverne, et les agents, n'ayant rien soupçonné, ont accepté. Pendant que les 2 hommes attendaient au bar, Joe a attrapé une bouteille de bière et l'a vite bu. Il s'est ensuite dirigé vers le bar et a appuyé sur le bouton plus petit que out of item plus grand que la caisse enregistreuse. Un tiroir s'est ouvert, et il a fouillé à l'intérieur, en sortant un revolver calibre 45. Il l'a braqué en direction de Gray et Clevenhagen, qui ont crié « Ne faites pas ça », après quoi Joe a pointé l'arme sur son cœur. Il a appuyé sur la gâchette, un coup de feu a retenti et le propriétaire de la taverne est tombé mort sur le sol de son établissement. Certains ont ensuite affirmé que Joe s'était tiré une balle dans la tête et non dans la poitrine, mais qu'importe la version, l'a été fatale. Les enquêteurs de toute la région examinèrent bientôt chaque centimètre carré du Joe. Ils découvrirent de la viande pourrie éparpillée autour de l'étang à alligator, ainsi qu'une hache couverte de sang et de cheveux. Leur théorie initiale était que Joe mutilait ses victimes pour les donner à ses alligators. Les enquêteurs ont également commencé à évoquer d'autres disparitions,
notamment celle de 2 barmaids et d'un adolescent fréquentant le bar de Joe. La véritable horreur de la situation commençait à se dessiner, et John Gray, adjoint du shérif du comté de Bexar, voulait obtenir des réponses à ces interrogations. Les enquêteurs ont compris que Clifton Wheeler, l'homme de main de Joe et afro-américain, était probablement la seule personne encore en vie capable de les aider. Après avoir sécurisé les lieux du bar, Gray et Clevenhagen ont récupéré Wheeler et l'ont amené à San Antonio pour l'interroger. Plus d'abord, celui-ci a nié connaître quoi que ce soit sur les femmes disparues, mais vers la fin de la journée, il a finalement avoué ne pas avoir été totalement honnête avec les policiers concernant son implication. Il a expliqué que la petite amie de Joe, Hazel Brown, était tombée amoureuse d'un autre homme et de déménager pour commencer une nouvelle vie. Cela, couplé aux accusations de meurtre à l'encontre de Joe concernant Big Minnie, aurait conduit Joe à être perturbé et à tuer Hazel. Pour corroborer son récit, les enquêteurs ont exigé des preuves et ont ordonné à Wheeler de les conduire à l'endroit où Joe avait éliminé le corps de Hazel. Le lendemain, Wheeler a conduit les enquêteurs dans un lieu isolé, à environ 3 miles de la ville, près de la rivière San Antonio. Après avoir scruté la zone, il a commencé à creuser dans le sol meuble. Après quelques minutes, du sang a commencé à suinter de la boue, et une odeur fétide a commencé à s'exhaler du sol. La puanteur est devenue insupportable pour les personnes présentes, et bon nombre des enquêteurs ont commencé à vomir. Finalement, Wheeler a extrait 2 bras, 2 jambes et, enfin, le torse. Lorsqu'on lui a demandé où se trouvait la tête, Wheeler a montré les restes d'un foyer. En y regardant de plus près, les enquêteurs ont découvert qu'une mâchoire, plusieurs dents et fragments de crâne étaient tout ce qui restait de Hazel Brown. Pendant que les enquêteurs sécurisaient la scène du crime, Wheeler a raconté qu'après une longue nuit de beuverie, Ball lui avait demandé de rassembler des couvertures et de l'alcool. Par la suite, ils sont montés dans la voiture de Joe, ont pris un baril de 200 litres dans la grange de la sœur de Joe et se sont rendus à la rivière. Wheeler a affirmé que Ball l'avait forcé, sous la menace d'une arme, à creuser une tombe, puis à déblayer le canon. À l'intérieur se trouvait le corps de Hazel Brown. Wheeler a déclaré qu'au départ, il avait refusé d'aider à démembrer le cadavre, mais que Joe avait commencé à le faire lui-même. Dans un état d'ivresse, Ball avait du mal à scier les membres et forçait toujours Wheeler à les tenir pendant qu'il siote. Chaque fois qu'il se sentait mal à l'aise à cause de l'odeur émanant du corps, il faisait une pause pour boire de la bière. Finalement, une fois que le démembrement fut achevé, ils enterrèrent les restes et jetèrent la tête de la femme au feu. Interrogé sur la disparition de Minnie Gotthard, Wheeler a déclaré que Joe l'avait emmenée à Ingleside, près de Corpus Christi. Joe y trouva un endroit isolé et, après avoir beaucoup bu, attendit que Minnie soit distraite avant de lui tirer une balle dans la tempe. Wheeler a expliqué que Joe l'avait tuée parce qu'elle était enceinte et qu'il ne voulait pas que cette situation désagréable interfère avec sa relation avec Dolores. Les 2 hommes enterrèrent ensuite le corps de la femme dans le sable et retournèrent au bar. La police arriva sur les lieux et commença à creuser le sable avec l'aide de travailleurs salariés et de machines lourdes. Finalement, le 14 octobre 1938, ils retrouvèrent les restes partiellement décomposés de Minnie enfouis dans le sable. La police continua d'interroger Wheeler au sujet d'autres femmes disparues, mais il insista sur le fait qu'il n'en savait rien de plus. De retour au bar de Joe Ball, les enquêteurs découvrirent un album contenant des photographies de dizaines de femmes. Selon le shérif adjoint Davis, ces preuves auraient pu conduire à la résolution d'une douzaine de meurtres supplémentaires. Cependant, des photos n'avaient de lien connu avec les crimes de Joe. Les enquêteurs parvinrent finalement à localiser Dolores en Californie. Elle avait échappé à la mort et avait quitté le Texas pour commencer une nouvelle vie à San Diego. 2 semaines plus tard, à Phoenix, en Arizona, la police retrouva une autre femme déjà portée disparue et également présente dans la taverne de Joe. Il s'est avéré qu'aucun des corps en décomposition retrouvés dans l'étang aux alligators n'était humain. Une interview accordée au San Antonio Light en 1957, Dolores, Buddy, Goodwin affirma que Joe ne mettait jamais personne dans l'étang des alligators. Joe ne ferait jamais une chose pareille. N'était pas un monstre terrible. Joe était un homme doux et gentil. Il n'y a eu que 2 meurtres, a-t-elle déclaré. Richard, Bucky, Ball Jr.
attribua les crimes de son oncle au traumatisme qu'il avait subi pendant son service durant la Première Guerre mondiale. En 1939, Clifton Wheeler, un employé de Joe Ball, plaida coupable d'avoir jeté les corps et fut condamné à 2 ans de prison. Après sa libération, il ouvrit son propre bar. Cependant, sa réputation le précéda, l'empêchant de montrer son visage en public sans être traqué par la presse ou harcelé par les résidents locaux. Finalement, Wheeler quitta la région et disparut sans laisser de traces. Les alligators de Joe furent finalement confisqués par l'État du Texas et donnés aux zoos de San Antonio, où ils passèrent le reste de leur vie à ravir les visiteurs venus de tout le pays. Bien que nous ne saurons probablement jamais avec certitude combien de personnes Joe Ball a tuées, ni si l'une d'elles a été donnée comme nourriture à ces alligators, sa popularité culte perdure encore aujourd'hui. Peu de sources écrites de l'époque pouvaient confirmer les crimes de Ball. Le rédacteur en chef Michael Hall enquêta en détail sur l'histoire en 2002 et relaya ses découvertes dans Texas Monthly.